Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte. Et bonjour Jean Sévilla. Bonjour Merci à notre beaucoup d'être ici avec nous. Vous êtes un auteur reconnu et vous venez surtout de publier Les habits neufs du terrorisme intellectuel avec une préface de Mathieu Bock-Côté. C'est un livre qui est remarquable parce que c'est une nouvelle édition 25 ans après. Alors 25 ans, c'est l'âge de Marilyn Monroe dans Some Like It Hot qui explique que 25 ans, ça fait réfléchir. Est-ce que, 25 ans plus tard, qu'est-ce qui a nécessité que vous republiez ce livre totalement nécessaire? Écoutez, c'est un livre qui était une sorte de classique de la littérature de droite, on va dire. Aujourd'hui, pas mal de parents le donnent à lire à leurs adolescents pour contrebalancer ce qu'ils entendent au lycée ou à la radio. C'est un livre qui a été un grand succès il y a 25 ans, mais il avait 25 ans. Voilà. Il s'est passé depuis 25 années, évidemment, où le terrorisme intellectuel n'a pas faibli. Non seulement il n'a pas faibli, il s'est même aggravé. Donc il fallait reprendre non seulement le texte ancien, ce que j'ai fait. J'ai un petit peu élagué ce texte, j'ai un peu abrégé le texte de 2000 parce qu'il y a des anecdotes que je racontais qui aujourd'hui ont moins de force parce que soit que les acteurs de l'époque ont disparu, soit qu'on a vu beaucoup pire, malheureusement pire, bien pire depuis. Et puis parce qu'il fallait faire un livre de taille raisonnable, j'ai ajouté, donc il y a eu 8 chapitres inédits, c'est à peu près 200 pages qui sont entièrement nouvelles. Voilà, donc ça fait un livre assez cohérent qui balaye la vie politique et intellectuelle française des années 50 à 2024. L'idée du terrorisme intellectuel, une fois de plus, en 2000, quand le livre paraît, on est tous ravis qu'on mette un nom sur ce que nous subissions, c'est que la gauche exerce une espèce de magistère moral et de terreur morale et intellectuelle sur la vie intellectuelle et médiatique et politique française, en délégitimant tous les opposants, en prétendant que le camp du bien c'est elle, que la droite c'est le camp du mal, et que si vous n'êtes pas de gauche, c'est que vous êtes de droite, si vous êtes de droite, c'est que vous êtes fasciste, si vous êtes fasciste, c'est que vous êtes nazi, si vous êtes nazi, vous devez vous taire, et surtout, on doit vous faire taire. Oui, c'est un phénomène qui s'est mis en place dans l'immédiate après-guerre, à l'époque où le Parti communiste était hégémonique dans le monde intellectuel. Et donc, ça a donné à la gauche une force qu'elle a conservée, puisqu'elle s'auto-recrute en quelque sorte. Et d'autant que la droite institutionnelle a été très longtemps, et sans doute encore aujourd'hui, assez peu intéressée par le débat d'idées, par les phénomènes intellectuels. Il y a eu une pensée de droite à droite de la droite, mais la droite institutionnelle s'est beaucoup occupée d'économie et guerre de combat des idées. Donc il y a en effet une prépotence idéologique de la gauche qui tient à son implantation dans le monde médiatique. 70% des journalistes, c'est une statistique quasiment officielle, votent à gauche. Dans l'éducation nationale, on est sans doute à 2/3 des profs qui sont à gauche. L'édition, c'est la même chose. Le monde de la recherche, le monde associatif largement, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup d'institutions qui concourent à formater les esprits par lesquels passent les petits citoyens français de l'entrée à l'école jusqu'à l'université, et ensuite, quand ils écoutent la télévision, etc., qui sont orientés à gauche. Alors, moi, je ne dénie pas, en tant que citoyen français, à un journaliste d'être de gauche. En tant que citoyen, c'est son droit. Mais quand toute une profession est aussi massivement orientée, c'est évident que ça a une incidence. Voilà. D'autant que c'est une hégémonie. C'est plus qu'un pouvoir majoritaire. C'est en effet, il y a cette idée que la gauche est légitime, tandis que la droite est illégitime. Il y a l'idée que être d'extrême gauche, au fond, c'est sympathique, c'est éventuellement un petit péché de jeunesse sur lequel on passe. Être de droite, en revanche, ça suppose s'excuser. Et quand être à droite de la droite, d'extrême droite, sur la formule, alors là, c'est le péché irrémissible et il n'y a aucun pardon.
J'en sais bien, on a la sensation que cette pression dont vous nous parlez de la part des institutions, de l'école, du milieu culturel, des médias, elle s'est accentuée ces dernières années. Vous l'avez peut-être constaté en revoyant votre ouvrage. Et pourtant, les idées de droite, elles, progressent malgré tout. Alors, est-ce qu'elles progressent malgré le vent ou bien est-ce que simplement on a trouvé des moyens détournés de faire face à ce terrorisme intellectuel ? Alors, il y a eu, par rapport quand mon livre est paru en 2000, les réseaux sociaux n'existaient pas et les chaînes d'information en continu de télévision étaient balbutiantes. Voilà. Alors, ce qui est nouveau, une nouveauté au départ technologique, c'est le phénomène massif du numérique. Maintenant, il y a 25 ans, les informations, on les avait dans son journal papier ou à la télévision. Et il y avait 4-5 chaînes. Maintenant, il y a 600 chaînes. Et puis, on a tous nos informations sur notre iPhone ou notre smartphone. Voilà. Donc, ce qui a changé, c'est une mutation technologique. Alors, qui à la fois, c'est le phénomène, comme la langue d'Ésope est double. Ça donnait un espace de liberté à la pensée dissidente, c'est évident. Il y a 25 ans, il y avait pratiquement que Radio Courtoisie qui était à la pointe du combat pour la liberté de la pensée, voilà. Et c'est une radio pour laquelle j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai été ami avec Jean Ferré, son fondateur. J'ai été patron d'émission il y a très longtemps. Mais c'était le seul espace. Aujourd'hui, alors évidemment, il y a une multiplicité de sites, de petites radios, etc., qui donnent un espace de liberté à la pensée conservatrice, à la pensée de droite, peu importe l'étiquette. Voilà. En même temps, et c'est ça qui est réversible, il y a l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que le système se raidit, puisque précisément, comme il sent qu'il y a une opposition qui monte sur le plan des idées, il se raidit et il aggrave sa méthode de répression. Alors, ce qui est très frappant, notamment sur le plan, autrefois, on était dans un combat d'idées, maintenant on devient dans un combat judiciaire. C'est-à-dire que pour un mot de trop, une pensée de trop, voire une arrière-pensée de trop, puisqu'il cherche dans les propos privés ou de l'arrière-pensée, pour réel ou supposé, on vous fait un procès. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une judiciarisation du débat politique qui est extrêmement inquiétante, qui suppose à prendre, quand on traite de certains sujets, des précautions de langage infinies. Donc ça, c'est un phénomène très, très, très redoutable. Et puis, les réseaux sociaux ont leur avantage, leur inconvénient, c'est que ça peut nous concerner nous aussi. Parfois, on va très vite parce qu'il faut aller très vite sur les réseaux sociaux. Et parfois, la réalité, elle suppose aussi de la nuance. Or, les réseaux sociaux ne laissent pas de place à la nuance. Donc, la possibilité qui peut aussi concerner la droite, attention, il faut faire attention à nous-mêmes, à critique avec nous-mêmes, avoir une pensée qui devient une pensée binaire, simplificatrice. La réalité, elle ne tient pas en 3 mots. Voilà. Il faut toujours, et en tant qu'historien, moi je dis, il faut toujours être subtil. C'est complexe, la réalité, et donc on ne peut pas faire une vision manichéenne du réel. Je reproche à la gauche sa vision manichéenne. Attention à ne pas construire en contrepoint une vision manichéenne de droite. Voilà, ça serait une erreur. Dans l'un de vos chapitres, d'ailleurs, vous revenez sur la guerre d'Algérie et vous expliquez que ce chapitre a été rédigé 25 ans avant l'apparition de ce livre-ci et que, bien sûr, vous ne reniez pas ce que vous avez écrit, mais qu'entre-temps, vous avez publié un livre sur la guerre d'Algérie qui permet de nuancer les positions et d'adopter un point de vue plus complet, non pas différent, mais plus complet, plus nuancé, plus intelligent. Voilà. Donc, évidemment, chers auditeurs, lisez Les habits neufs du terrorisme intellectuel qui vient de paraître aux éditions Perrin, mais profitez-en pour lire les autres ouvrages de Jean Sévillat. Et j'ai une question là-dessus. On parle bien sûr de la reductio ad Hitlerum, vieux concept qui date des années 30, où déjà on moquait la manière dont les intellectuels de gauche faisaient en sorte que tout de suite de vous accuser d'être un partisan d'Hitler. Il y a aujourd'hui le FPE qui est en train d'arriver au pouvoir en Autriche et évidemment l'intégralité des rédactions françaises est en train de nous expliquer que ça y est, les nazis sont aux portes du pouvoir. Vous avez rédigé un ouvrage en 2023 sur justement cette Autriche qui a dit non à Hitler, et donc où on voit bien qu'il ne suffit pas d'être autrichien pour être nazi et qu'au contraire, la droite réactionnaire, la droite conservatrice autrichienne a fait partie des opposants à Hitler et d'ailleurs a fait partie des victimes d'Hitler.
Oui, il y a tout un martyrologe de la droite catholique conservatrice autrichienne, des gens qui ont été victimes, une résistance, quoi. Il y a eu des victimes, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été condamnés, des gens qui ont été fusillés. C'est ce que j'avais voulu raconter dans ce livre. Alors en effet, l'actualité autrichienne, évoquée brièvement, c'est l'extrême droite qui porte le pouvoir. Non, ça n'est pas l'extrême droite, ça n'est pas nazi. La législation autrichienne est contre les nostalgies nazies était une des plus dures d'Europe. Hein. Et donc, le FPE est un parti, on pourrait dire populiste, assez comparable à ce qu'a été le Rassemblement national, je dirais, il y a 20 ans. Voilà, je ne dirais pas aujourd'hui, c'est différent. Hein. Voilà. Ce ne sont pas du tout des néo-nazis. Je veux dire, on ne peut pas être néo-nazi en Autriche aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais ils sont en prison. Voilà. Et ils ne sont pas au FPE. Ouais. Et, vous avez souligné qu'il fallait ne pas être manichéen. La gauche, au contraire, se réclame du manichéisme. Elle veut être manichéenne. Il y a l'empire du bien, il y a l'empire du mal. Et puisque je fais partie de l'empire du bien, tout est permis, y compris le mensonge. Il y a, dans vos différents articles, donc qui sont consacrés à chaque fois à une idée. Voilà, le réactionnaire Solzhenitsyn, la France prétendument black blanc bleur, l'idéologie révolutionnaire, la sexualité comme moyen de se libérer, le fait que nous soyons tous migrants, pas d'amalgame avec l'islam. À chaque fois, c'est une idée et la manière dont elle est développée. On voit qu'il y a un discours scientifique de gauche qui n'hésite pas à mentir. Par exemple, François Héran du Collège de France sur les chiffres de l'immigration, c'est un scientifique. Eh bien, sa science est orientée, sa science est biaisée, et il tient à contester les idées qu'il n'aime pas au nom d'une science qu'il prétend évidemment être totalement objective et qui en fait est biaisée. Oui, une négation du réel. Ils arrivent en effet à utiliser des prétendues données scientifiques pour maquiller les réalités. On sait très bien que les statistiques, ça s'utilise comme on veut. Hein. Donc, dans le cas de l'immigration, dans le cas de la démographie aussi, c'est lié. L'immigration, c'est extrêmement net, quoi. Je veux dire, il y a tout un mensonge qu'on entend encore, grosso modo, que le nombre d'immigrés n'augmente pas en France. C'est le discours que tient Héran. Mais simplement, il ne passe sous silence le fait que chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui acquièrent la nationalité française. Donc, en pourcentage, ces nouveaux Français, évidemment, sont plus étrangers pour la loi. Maintenant, est-ce qu'ils sont intégrés culturellement, etc., etc. C'est là que commence le problème. Donc, le phénomène migratoire, on peut le masquer à travers des chiffres qui sont des chiffres biaisés. Ce qu'il y a de remarquable, pardonnez-moi Liselotte, ce qu'il y a de remarquable dans votre ouvrage, c'est pas une histoire des idées politiques avec l'évolution des concepts. En fait, c'est une histoire de la manière dont la gauche installe une idée et ensuite, une fois qu'elle l'a installée, en fait le pivot de toutes les discussions possibles. Voilà. Et c'est chaque chapitre est nourri de faits, de dates, de noms. On sait que c'est machin qui, en 1975, dit ça, que c'est Truc qui, en 2013, affirme ceci. Et c'est à chaque fois quelque chose qui est posé. Il y a une frontière qui est vraiment délimitée entre ce qui est dissible et ce qui doit devenir indicible. Oui, alors je travaille à la fois comme historien, comme journaliste, parce que au fond, ce sont mes deux métiers, et donc je tiens absolument à sourcer les propos que je donne sont des propos publics ou écrits, hein, donc je donne à chaque fois la source. Ça me paraît très important. Maintenant, je voulais donc précisément dans ce sens-là, je voulais pas faire l'histoire des incarnés, une histoire des idées désincarnées. C'est le combat des idées, la vie des idées s'incarne à travers des hommes. Il faut que ces hommes assument leurs propos. Et il y a des d'ailleurs, enfin, c'est un phénomène assez amusant parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui s'aperçoivent on garde la mémoire d'un certain nombre de bêtises dites par des gens qui aujourd'hui disent plus la même chose, si vous voulez. On a vu des changements d'idées. Par exemple, écoutez, alors il est mort, on va parler d'un mort, mais Max Gallo, le discours de Max Gallo des années 1980 qui était ultra antiraciste, etc., etc. Et puis dans les années 2000, Max Gallo est devenu un patriote français, si vous voulez, qui acceptait de devenir à cette radio. Enfin, je veux dire, c'est un exemple, voilà. Mais on pourrait citer Finkielkraut, grande figure de la pensée conservatrice aujourd'hui. Dans les années 1980, il était très opposé aux tentatives de réforme du code de la citoyenneté que lançait le gouvernement Chirac, Pasqua, etc. Tout ça, c'est la préhistoire pour les jeunes gens qui sont autour de ce micro. Voilà. Mais c'est l'intérêt de ce livre, c'est de rappeler l'évolution des idées et ça peut être l'évolution des hommes. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi un signe d'espoir. C'est-à-dire que les gens peuvent se rendre compte qu'à un moment donné, ils ont dit des bêtises, ont pensé de manière fausse. Ils peuvent
changer, ils peuvent, j'allais dire, se convertir en termes chrétiens. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus totalement bloqué. Voilà, les gens peuvent changer, ils peuvent réfléchir. Il y a le mur du réel, si vous voulez. Il y a un moment où dire qu'il n'y a aucun problème d'immigration en France au moment où les banlieues sont en feu, ça ne marche pas. Dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou d'insécurité en France quand toute femme qui se promène le soir dans la rue a peur, ça ne marche pas. Donc, le réel, il est là. Est-ce que nous pourrions considérer d'une certaine façon que la droite a participé à la mise en place de ce terrorisme intellectuel en acceptant ce jeu de justification permanente et donc en donnant d'une certaine façon de l'intérêt aux accusations dont elle pouvait être victime? Oui, la droite est complexée d'être droite. Et d'ailleurs, la gauche significativement dit quand quelqu'un est de droite ouvertement, il dit il est d'une droite décomplexée, ce qui suppose que, au fond, la droite, il faudrait avoir un complexe, que ce serait honteux d'être de droite. C'est toujours cette idée qu'il y a à gauche. Donc oui, la droite a participé à ce jeu-là par passivité, par manque de goût pour les idées. La droite institutionnelle, c'est d'une pauvreté intellectuelle qui est quand même confondante, par lâcheté, par complexe, voilà. Ils ont au fond intégré eux-mêmes un certain nombre de thématiques qui ont été lancées par la gauche, l'antiracisme, cette survalorisation des crimes du nazisme par rapport aux crimes du communisme. Attention, je ne minimise en rien, ne sous-estime en rien les crimes du nazisme. Mais on les met sur le même plan, même s'ils ne sont pas de même nature, où il faut faire un travail. Mais je veux dire, aujourd'hui, enfin, voilà, le criminel, c'est toujours le nazi. Le communiste n'est jamais le criminel. Alors qu'il y a eu des crimes du communisme qui sont des faits historiquement avérés. Il y a quelque chose qui est absolument fascinant. Vous consacrez plusieurs pages, évidemment, aux crimes du communisme. C'est la manière dont la gauche est persuadée qu'elle a toujours été du bon côté du manche. Et je prends par exemple le journal Le Monde, qui évidemment est favorable au communisme, surtout en sortant de la guerre, au moment où le Monde est un journal volé et qui adopte une ligne éditoriale bien gauchiste. Et Le Monde participe de la glorification de Staline, de la glorification du communisme, du négationnisme en fait des crimes du communisme. Et aujourd'hui, en 2020-22, depuis la guerre d'Ukraine, Le Monde se transforme en censeur de Poutine, en expliquant que Poutine, c'est odieux, n'accuse pas Staline de tous les crimes que Staline a commis, crimes que Le Monde lui-même niait 50 ans auparavant. Comment est-ce que la gauche réussit à avoir cette double pensée perpétuelle ? Précisément, c'est une arrogance qui est liée à sa certitude d'être le camp du bien. Et dans le cas précis du Monde, son rapport à l'URSS est sidérant, parce que si on regarde, mon âge est tel que moi, j'ai lu Le Monde dès que j'étais lycéen, mais c'était déjà à la fin des années 60. Je veux dire, il y avait une URSS ophilie du monde à l'époque, enfin qu'il y avait vraiment une sympathie du monde pour le monde communiste qui était extrêmement frappante, et aujourd'hui ils n'en parlent plus. Mais alors ce qui est aussi frappant, c'est qu'ils ne font jamais repentance. J'ai cité des cas de gens qui reconnaissent qu'ils ont dit des sottismes, enfin c'est une minorité. Je veux dire, la gauche passe l'éponge sur ses propres erreurs et ne s'en excuse jamais. Voilà. Et donc, et ne les allège jamais. Voilà. Et donc, il y a sur ce plan-là, c'est très, très frappant, quoi. L'attitude vis-à-vis toute cette complicité de la gauche avec le communisme. Il faut se rappeler qu'au moment de la parution du livre noir du communisme, c'est quand même pas si vieux. C'était en 1997. Enfin, ça fait déjà quelques années, je sais bien, mais enfin, c'est quand même pas si vieux. Non, c'est très jeune. Voilà. Nous nous connaissions déjà, Richard, à l'époque. Le Monde a fait un très mauvais accueil au livre noir du communisme, parce que, eh bien, toujours avec cette idée que le communisme, au fond, véhiculait une pensée généreuse, que peut-être il y avait eu des erreurs en URSS, mais que ça ne remettait pas en cause le principe du communisme. 100 millions de morts ne pèsent rien par rapport à la certitude du journal Le Monde. Voilà. Et vous insistez à un moment donné, ou votre préfacier Mathieu Bocoté, justement sur cette capacité de la gauche à considérer que si la gauche veut critiquer quelque chose, elle a le droit, parce qu'elle est intelligente, elle est scientifique, elle est dans le camp du bien, mais que une critique de droite est absolument pas recevable, et même il est légitime qu'on la taise.
Oui, c'est toujours ce système d'autosuffisance, c'est le camp du bien. Le camp du bien contre du mal, on ne sort pas de là. Cette formule empire du bien, qui était la formule de Philippe Muret, est extrêmement frappante. Et puis c'est toujours ça s'accommode d'une vision morale, par des gens qui par ailleurs n'ont aucune morale personnelle, mais ça c'est notre problème. Mais c'est toujours une espèce de moralisation. On nous sert de la moraline, selon le terme de Nietzsche. C'est toujours au nom d'une prétendue morale que la gauche juge les autres, décide ce qui est bien, de ce qui est mal, encore une fois, sans faire sa propre autocritique, et encore une fois, avec des gens dont la conduite personnelle n'est, à mon sens, pas exemplaire sur le plan moral. En 2023, Édouard Philippe rencontre Marine Le Pen. On parle de dîner secret. Et il y a quelques jours, à l'occasion de la mort de Jean-Marie Le Pen, on a remis le couvert en lui demandant de se justifier en quelque sorte. Et Édouard Philippe répond « Je rencontre et je dîne avec qui je veux. Je ne l'avais jamais rencontré, Marine Le Pen, autrement que dans un bureau. Je ne vais pas m'excuser de ça. Dans une démocratie, on discute avec ses adversaires. » Et est-ce que le terrorisme intellectuel n'est pas la négation même de la démocratie ? Bien sûr, c'est évident. Mais le terrorisme intellectuel, ça nous ramène à la terreur, c'est 1793. Et au fond, c'est tout le paradoxe de la Révolution française. C'est ce phénomène, ce mouvement qui s'est prétendument conduit au nom de la volonté du peuple, mais qui en réalité n'a jamais tenu, qui a été la mise en place d'une dictature d'une minorité dont le peuple a été victime d'ailleurs, et où la volonté populaire ne s'est jamais vraiment exprimée pendant la Révolution française. La Révolution française a inventé les droits de l'homme, mais les a violés en permanence. La Révolution française a inventé en théorie la démocratie, mais ne l'a jamais mise en application. Donc le terrorisme intellectuel est lié profondément à cette idée de la terreur, à cette idée que certains doivent être éliminés du champ politique, du champ citoyen même. Et cette élimination, c'est là où c'est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on retrouve une certaine violence, une violence physique qu'on avait un petit peu oubliée. On la connaissait politiquement, on l'a connue dans les années de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais enfant. On l'a connue dans les années 70, j'étais étudiant. Être étudiant de droit dans les années 70, il fallait être un petit peu sportif, quoi. Parce qu'il y avait des moments qui étaient un peu compliqués. Aujourd'hui, on revient à une violence physique. On a vu ça à Sciences Po, etc. Parce que la terreur débouche sur un moment où, quand on n'arrive pas à faire taire son adversaire, le meilleur moyen, c'est de l'éliminer pas seulement par les idées, mais l'éliminer physiquement. Donc là, on est rentré dans une phase où la menace est aussi physique pour les gens qui pensent librement. On a vu ça, alors ça peut être, sans compter la question de l'islamisme qui est encore un degré supplémentaire. Mais enfin, donc il y a des dangers multiples. Enfin, il y a des jeunes femmes là qui sont des féministes, d'anciennes féministes qui ont publié un livre tout à fait intéressant sur toute la question du transgenre. Elles sont victimes d'une chasse qui n'est pas seulement une chasse aux sorcières sur le plan des idées, mais je veux dire, elles peuvent pas faire une séance de dédicace dans une librairie sans être menacées, leurs conférences sont annulées parce que les organisateurs reçoivent des menaces, etc. Donc, il est dangereux aussi aujourd'hui de penser librement. Ça ne nous empêchera pas de continuer, mais enfin, il faut le savoir. Au-delà du politique ou de l'auteur qui partage ses idées, on note aussi la volonté d'organiser la mort sociale du simple citoyen. Et en mars dernier, par exemple, il y a une proposition de loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale qui entend réprimer les propos à caractère discriminatoire tenus en privé. On parlait tout à l'heure des États totalitaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un État totalitaire qui, pour imposer ce terrorisme intellectuel, va passer également par une surveillance quasi totale de ses citoyens ? Totalement, vous faites bien de le souligner. Je l'avais brièvement évoqué tout à l'heure, mais le système est en train de veut mettre en place, on n'en est pas encore là, mais on sent qu'il y a une pression pour le mettre en place, une logique qui conduira à surveiller, y compris les propos privés. Et comme toute la législation, on a eu une extension absurde et abusive de la notion de racisme qui s'étend aujourd'hui, non seulement qui s'étend aux questions religieuses, mais aussi aux questions sexuelle ou de genre, si vous voulez. Je veux dire, à ce moment-là, n'importe qui peut tomber sur le coup de la loi pour rappeler pourtant des évidences qui relèvent de la loi naturelle, à mon sens. Donc on a là un système pré-totalitaire qui nous menace. Alors, ce système pré-totalitaire, évidemment, se part de toutes les vertus, et notamment d'une vertu qui est celui du républicanisme. Je vais me permettre de vous citer
Nul ne pouvant définir le terme républicain en France autrement que sur la base d'amnésie historique, d'approximation politique et d'amalgames idéologiques, on en conclura que chasser le Rassemblement national de l'arc républicain aujourd'hui, comme hier le Front national, ne vise qu'à rester indifférent ou sourd au message des millions de Français qui, à tort ou à raison, lui font confiance. C'est votre dernier chapitre, de quoi le barrage républicain est-il le nom ? Et c'est peut-être l'un des chapitres les plus importants de ce livre, puisque c'est celui qui concerne un combat immédiat et qui n'est même plus celui des idées, mais qui est vraiment celui de la libre expression du vote et du fait que les Français sont exclus de leur propre pays par ce terrorisme intellectuel. Oui, il y a une confiscation du jeu électoral. Enfin, on a vu ça au moment législatif de 2024, en effet. Dès lors que le vote Rassemblement national est considéré pratiquement comme un vote, on consent à le considérer comme un vote légal, mais enfin, dans la pratique, on fait comme si c'était un vote délinquant. Et donc, il y a une mise au ban non seulement des électeurs, mais des forces qu'elles représentent. Et donc, il y a un système qui fausse complètement le jeu démocratique, puisqu'il y a X millions de Français, en l'occurrence autour de 11 millions, dont le vote, de toute façon, est considéré comme un vote qui ne doit pas s'exprimer, en quelque sorte. Donc, dont il faut bloquer la réalité politique. Donc, la démocratie est totalement faussée, et le barrage républicain est un système qui consiste, en effet, à détourner la démocratie et à ce que le système se maintienne. Et évidemment, on peut déplorer, évidemment on le déplore, mais je veux dire la lâcheté de la droite institutionnelle devant un tel phénomène. On a vu ça au mois de juin dernier, qui par faiblesse intellectuelle, par manque de caractère, par manque de force des hommes, a laissé se mettre en place ce système. Moi, je pense que quand il y a la pression la pression quand elle monte, que ce soit la marée ou un tuyau d'eau, il y a un moment où ça pète. Voilà. Je pense que ça ne durera pas éternellement. Ce système ne durera pas éternellement. Et en même temps, voilà, il y a tous les chapitres que vous aviez déjà écrits il y a 25 ans, il y a tous ceux que vous avez rajoutés. Liberté, égalité, sexualité, où là, aujourd'hui, évidemment, si on conteste la possibilité d'un troisième genre et même de 78 genres, on est censé être fasciste. Si on n'est pas pour l'Union européenne, y compris dans les moments où elle est en train de détruire la France, c'est votre chapitre, l'Europe avec ou contre la nation, eh bien là aussi on est un fasciste. Si on est capable de dire que la France est un peu ensauvagée, eh bien Dupond-Moretti nous répond que c'est juste un sentiment d'insécurité. On a le sentiment que effectivement être républicain aujourd'hui, c'est en fait adhérer à un code. Être républicain au sens de ceux qui, comme Gabriel Attal ou Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, parlent de front républicain et d'arc républicain, c'est adhérer à un code qui consiste à ne pas voir le réel. Oui, c'est exactement ça. En plus, il y a une confiscation du mot de républicain, parce que on ne sait pas ce que ça veut dire. Si vous voulez, ils l'utilisent, confiscation à leur propre parti ou leurs propres intérêts. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de définition objective de la République. Je veux dire, je rappelle très brièvement, évidemment, que le parlementarisme en France, il date en réalité de la Restauration. C'est qu'une des plus vieilles démocraties européennes, c'est l'Angleterre qui est aussi une monarchie. Enfin voilà. Donc il y a une espèce d'utilisation idéologique du mot républicain qui est coupée de sa véritable signification politique, et c'est une utilisation, je veux dire, c'est un mot valise, mais qui ne veut rien dire. Voilà. C'est un code pour un clan qui veut maintenir son emprise sur un système qui affaiblit profondément la France. À un moment donné, on remarque que, vous en parliez tout à l'heure, qu'il y a cette hégémonie de la gauche. Et en fait, la gauche ne supporte pas, tout en proclamant qu'il veut multiculturalisme, diversité, pluralité d'opinions, ne supporte pas que cette hégémonie soit le moindrement du monde attaquée. Et vous citez Mathieu Bocoté qui dit « La gauche a été si longtemps dominante qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. »
Oui, on a eu on a connu ce moment-là au tournant des années 2010 et 2020. Il y a eu ce qu'on a appelé le moment conservateur. C'était l'époque où Zemmour s'est imposé dans le débat. Et donc, toute la presse de gauche disait maintenant, la droite et même l'extrême droite dominent le débat d'idées. C'est l'hégémonie des médias de droite. Par exemple, la CNews, la télévision poussée par Vincent Bolloré est devenue une sorte de grand Satan. Mais moi, j'aime beaucoup ça, les CNews. Mais CNews, c'est 2,8% d'audience. Quand les chaînes publiques, c'est plus de 22% d'audience, chaînes publiques sur lesquelles pérorent tous les éditorialistes de gauche. Donc, on nous dresse un portrait fantasmatique du pouvoir immense de CNews, alors qu'en réalité, CNews, c'est très sympathique, c'est très bien, mais ce n'est qu'une petite partie du paysage audiovisuel qui reste dominé par la gauche. Votre livre se termine d'ailleurs par une espèce d'hommage vibrant à la diversité, la vraie, qui consiste à dire qu'en fait, c'est très très bien que tout le monde ne soit pas d'accord et que l'essentiel, c'est que chacun puisse s'exprimer. Voilà, ce terrorisme intellectuel que vous dénoncez, c'est celui de la gauche et c'est pas celui de la droite, ni même de la vraie droite, si vous me permettez cette expression, par rapport à la droite parlementaire qui m'a l'air d'être un peu... à l'ouest. Oui, mais d'abord, la vraie droite, ce sont plusieurs familles d'idées. Je veux dire, il faut pas rêver. Je veux dire, il faut pas la construire. Donc, je pense que chacune apporte, c'est comme une palette, chacune apporte sa couleur, mais c'est la composition qui fait la force. Il y a aussi je sais bien que cette radio ici aime bien l'idée du pas d'ennemi à droite. Moi, c'est une idée que je partage pas totalement. Je crois qu'il y a certaines droites qui expriment des idées qui me heurtent profondément, qui sont contraires à mes convictions profondes. Maintenant, faut pas rêver d'un modèle uniforme de la droite serait une erreur profonde parce que ça ne marche pas comme ça. Et ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que la France ? Oui, je pense que la France, en revanche, c'est ce qui peut réunir les Français par définition. On l'a oublié, mais je veux dire, la France est de culture chrétienne historiquement, mais aussi les Français non chrétiens. Il faut bien leur trouver un point d'attache. Et la France, la nation, c'est quelque chose qui unit tous les Français, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines ethniques, quelles que soient leurs origines religieuses. La nation, c'est un creuset dans lequel on peut construire quelque chose ensemble. C'est une aventure commune qui dure depuis 1000 ans. Eh bien, ça serait bien de continuer cette aventure plutôt que de s'autodétruire. Donc, c'est exactement le message de Les habits neufs du terrorisme intellectuel, avec une préface de Mathieu Bock-Côté, qui vous rend hommage d'ailleurs, et nous sommes ravis qu'il le fasse. Et c'est un antidote parce que toutes les idées qui dominent le débat, y sont analysées, exposées, mais surtout, on voit bien comment elles se sont installées et comment il suffit de faire autrement pour peut-être les désinstaller grâce à CNews, grâce à Atlantico, grâce à Radio Courtoisie. Et merci beaucoup d'être venu défendre votre livre sur cette radio, qui d'ailleurs ne vous a pas attaqué. Merci beaucoup, Jean Sévilla. Merci.